Je suis vraiment très très heureux d'accueillir ce soir Madame Omata, qui va nous parler de son beau pays. Madame Omata est enseignante de japonais à titre privé, mais travaille également à l'école japonaise qui est située à Odergame, si je ne me trompe. C'est vraiment loin. Le Japon, on ne connaît pas bien. On a quelques clichés en tête. Quand on pense au Japon, on parle de la culture avec un grand C, le patrimoine culturel. Il y a des noms qui reviennent. Il y a Murakami, il y a des tas de metteurs en scène, que ce soit au cinéma, en littérature, Mishima, Kawabata. Des noms que l'on connaît, mais qu'on associe vaguement à une littérature importante, une littérature qui n'est pas seulement japonaise, mais mondiale, que ce soit le terme de la littérature et le cinéma. Et à côté de ce patrimoine culturel avec une majuscule, avec un grand C, il y a aussi la culture avec un petit c, les habitudes culturelles. Et là, il y a beaucoup de clichés auxquels on pense, énormément d'idées reçues au Japon. Les Japonais se ressemblent tous, par exemple. C'est un cliché que l'on remarque très souvent. Ils se ressemblent physiquement, mais ils se ressemblent aussi du point de vue de la mentalité, c'est ce qu'on dit très souvent. Or, au Japon, c'est un pays énorme, et on a énormément aussi de différences et de diversité présentes au Japon, si je ne me trompe, non seulement d'un point de vue ethnique, point de vue purement physique, mais aussi du point de vue des pratiques culturelles qui sont extrêmement variées. Une autre idée reçue, les Japonais travaillent beaucoup et ne vont jamais en vacances, n'ont pas de vacances. Ah ben voilà. Donc on entend, ils travaillent beaucoup, ils ne vont jamais en vacances. De nouveau, une idée reçue qui doit être nuancée. De même, lorsque l'on parle des Japonais, on dit oui, c'est une société très traditionnaliste. On suit une tradition. Est-ce que c'est le cas partout, sur toutes les latitudes, au Japon? Est-ce que c'est le cas lorsque l'on parle de tradition? De quelle tradition parle-t-on? Puisqu'il y en a plusieurs. Et donc, de nouveau, on va essayer aujourd'hui de réfléchir à mettre à mal certains clichés et d'autre part de confirmer éventuellement certains de ces clichés. Donc, je suis vraiment très très heureux d'accueillir quelqu'un qui a à la fois un double regard, celui d'une japonaise enracinée, mais qui est aussi au contact depuis très longtemps avec son mari, au contact d'une civilisation occidentale qui est la nôtre. Encore un cliché que l'on va mettre à mal ce soir, utilisant son exemple vivant, les Japonais ne se marient qu'entre eux. Apparemment, ce n'est pas le cas. Et donc, je suis vraiment très content qu'on puisse vraiment travailler sur ces clichés, sur ces différences culturelles, mais également sur des choses qui nous rapprochent. Le but est de dialoguer ensemble, sous la forme d'une conférence débat, et d'intervenir par la suite en posant certaines questions que vous ne manquerez pas de poser en toute amitié. Un grand merci. Konbanwa. Bonsoir. Omata desu. Je suis Omata. Et comme monsieur a dit que je travaille à l'école japonaise depuis quelque temps, en plus je enseigne toujours la langue japonaise et mathématiques à l'école aussi sociologie. Donc l'histoire japonaise, géographie, et tout le temps je continue de donner. Et aussi c'est comme uniquement samedi, donc c'est un peu de, comme ce qu'on fait, un peu de digest. Donc est-ce que c'est important à propos de connaître, à propos de culture, à propos de Japon, pourquoi nous sommes comme ça. Ça c'est, je enseigne tout le temps à l'école japonaise, des enfants de partir de 7 ans jusqu'à 40 ans. Et je suis très contente de venir ici pour présenter à propos du Japon et surtout au niveau de l'histoire. Moi j'adore au niveau de l'histoire et aussi la langue bien sûr. Donc c'est au niveau d'habituellement, j'ai dit konbanwa, ça c'est bonsoir. Ça c'est quelque chose une salutation qui est très importante au Japon avec le premier contact qui est très important au Japon. C'est pour ça que j'ai dit en japonais. Et comme monsieur a dit, que au Japon, c'est, comme vous voyez maintenant, il y a beaucoup de mangas, et il y a beaucoup de films, et comme Rodo, qui est très connu par Kawabata, qui sont très historiquement, ils sont très connus. Mais au Japon, on continue à avoir plus de quelque chose de très nouveau, très nouveau de technologie,
savez bien, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'entreprises du Japon qui installent en Belgique aussi. Technologiquement, on développe beaucoup, mais à la même temps, on garde notre traditionnel point. Beaucoup de coutumes qui sont déjà plus que 1000 ans on continue. Donc, au Japon, on dirait qu'on est tous les deux, donc côté ancien et côté nouveau, qui restent toujours ensemble, réunis ensemble, et puis on continue notre siècle. Vous pouvez imaginer comme ça, mais en fait, si on commence à propos de l'histoire, comme on a préparé, un peu de, comme ça vous allez voir un peu à partir de très ancien jusqu'à présent, à propos du Japon. Voilà, à propos de l'histoire du Japon, vous voyez ici. Et on a remarqué, voilà, Jomon Jidai. Jidai, c'est période. Jomon, période à partir de 8000. Non. Comment on dit ça? Moins 8000. Moins 8000. Jusqu'à moins 3000. Mais à propos du Japon, géographiquement, bien sûr, c'est à propos plus avant. Mais niveau de histoire qui commence à partir de Jomon Jidai. Jomon, c'est quoi? Jo, c'est en fait corde, et mon, c'est motif. On a commencé à fabriquer de poterie avec un peu de décoration, donc motif de corde. C'est pour ça qu'on l'appelle, ça s'appelle Jomon Jidai. Et puis, la période de Jomon Jidai, vous voyez bien à droite, à gauche, pour vous. À droite. Pour moi, c'est à droite, pour vous, c'est à gauche. Et là, ça c'est la période de Jomon époque. Vous voyez bien un peu de mongolien. En fait, au début, le Japon, en fait, c'était l'île de coréen et l'île de tout ce qui est île qui était attachée. On était attachés il y a très très longtemps avant le Jomon. Et puis, à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui sont venus, mais après, il y a eu une époque, à partir de Coréens, il y a beaucoup de Coréens qui sont aussi venus. Donc, un peu de mélange de mongolien et chinois et coréen. On a fabriqué, ça vient du Japon. Donc, on dit le japonais, japonais, on dit ça. Mais en fait, tous les racines est mixé déjà à cette époque-là. Mais au début, son visage, vous voyez, ils sont un peu comme celui-là. Et puis après l'âge qui passe, ça devient yayoi. Et puis ce sont des poteries traditionnelles, un peu de période de yayoi. On voit vous voyez, des cordes. Celui-là. Comme celui-là. Un peu de décoré. Ça c'est, presque moitié. Ça c'est aussi traditionnellement. Mais à ce moment-là, pourquoi ce style-là? En fait, on a utilisé comme prière. Donc, on souhaite quelque chose, on a fait de la fête aux cérémonies pour utiliser ça. Donc, c'est une sorte de... Au début, on a utilisé pour garder la nourriture, pour utiliser, pour chauffer quelque chose, mais en fait, à la fin, ça commence un peu de cérémonie. Donc, on va féliciter d'avoir beaucoup de nourriture, ou on va féliciter de faire cela. Donc, ça commence d'animisme. Ça commence là. Et alors? Et puis après, c'est pas après, mais parallèlement, Kofun, oui, Kofun Jidai qui commence. Mais on fait ok, ça. D'accord. Kofun Jidai. Et Yayoi Jidai, ça commence donc, c'est le. Ça commence, en fait, Jomon Jidai, on dit que ce sont des amitiés. Tout le monde, on va essayer de vivre ensemble, on va pas être battu, on va essayer de coopérer pour vivre ensemble. Mais il y a Yayoi Jidai qui commence la guerre, en fait. Qui va avoir de territoire, qui va avoir plus de nourriture? Ça commence la guerre.
C'est pour cela que vous voyez, c'est quelque chose là-bas. Ça, c'est monomiagura, ça s'appelle. Ça, c'est, on va vérifier quelqu'un qui ne va pas attaquer chez nous. Ça, c'est pour vérifier, donc c'est comme le garde pour le village. Ça commence là. Et voilà, celui-ci, vous voyez, autour, pour ne va pas d'autres villages qui ne vont pas attaquer chez nous, on va commencer à construire là. Et donc, Jomon et le Yayoi, de grandes différences, Jomon, c'est on va vivre ensemble, c'est très difficile de vivre. Mais Yayoi, ça commence, voilà, qui va être premier, qui va être leader, qui va être le chef. C'est une photo, mais c'est une reconstitution. Les Japonais ne vivent plus là-dedans. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. Ce sont des petits. Oui, c'est un petit, voilà, dans le musée, ils sont décorés comme ça, et puis ils sont très beaux, mais bon, en fait, c'est comme mini-Europe, ce sont des miniatures. Et ça, c'est des habits de Yayoi, ça s'appelle kanto-gi, donc on met, c'est une tissu, on met sur la tête, mais bon, c'est une fille non plus, elle n'est pas Yayoi époque, Yayoi Jidai, donc voilà, pour constitution, donc elle est un peu jolie, elle est comme ça, mais bon, c'est pas cette époque-là. Et puis maintenant, Kofun Jidai. Kofun, qu'est-ce que c'est Kofun? C'est bizarre, bien sûr. Oui, je peux montrer la photo. Vous avez déjà vu cette photo-là? Non? Jamais? Ça, c'est Kofun. C'est Kofun. Tout près de Kyoto. Vous savez, Kyoto? Oui. À Kyoto, seulement il faut visiter là, mais on en a ça. Et ça, c'est Kofun. Kofun, c'est en fait, c'est le grand tombe de Empereur. Le chef. À cette époque-là, on n'a pas encore de empereur. À ce moment-là, on avait des lois. On avait des rois. Je me demandais. On avait des rois. Et quand le roi a fini, va mourir, on a commencé à construire ça. Ça durait comme une pyramide d'Égypte. Ça durait 3 ans, 4 ans, ça dépend de comment ça grandit. On a besoin de. Des combien? Vous ne voyez pas peut-être, mais ce sont des villes, c'est le ville de Kyoto. Mais là, c'est combien? 500 mètres de largeur. 500 mètres de largeur, c'est quand même très grand. Mais ça, on a bien regardé, ça, c'est pas la force, mais c'est vraiment maintenant aussi, on peut pas visiter en trio, mais on peut tourner avec le bus. Mais on ne voit rien en fait. Parce que ça c'est très bien avec l'hélicoptère. On voit bien, ah ça c'est Kofun, mais quand on est dans le bus, on voit un petit forêt comme humble. Mais on ne voit pas que ça c'est Kofun en fait, ça c'est parce que ce sont un petit forêt. Mais vous voyez comme il est le style de cellule. Et il y a fond là-bas, cirque là-bas. Là, c'est normalement on met le doigt dans le doigt antérieur. On met le doigt antérieur. Et alors, ce sont des, ça s'appelle Haniwa. Haniwa. On a mis à côté de, quelque part on a décoré avec tout à l'heure de Kofun. Tout autour de Kofun. Kofun. Et ce sont des, vous voyez bien, ce sont des styles de gari. En fait, c'est quand empereur king, c'est le roi qui est décédé, on ne va pas laisser mourir tout seul, donc on a besoin de protection, de ça, donc on a mis cela. Mais
au début, on a vraiment tué quelqu'un. On a entraîné avec le ampleur au début. On dirait que 300, 500 000 sacrifices il y avait. Mais à la fin de l'époque de Kofun, on dit que non, c'est stop, c'est stop. C'est très triste pour tout le monde. Et aussi, on n'a plus de travailleurs pour l'agriculture. Donc, on a fabriqué tout bête. À la place de personne. Mais bien sûr, c'est assez vraiment, c'est moi qui dois être là. Mais on devait accepter parce que c'est comme des, vous pouvez imaginer comme des Égyptes. Vous voyez, ce sont des comment on dit ça? C'est pas le mot. Esclaves de l'Égypte. Donc on était esclaves, donc aussi, on pleure qui va mourir à ce moment-là. Allez, vous devez aller mourir ensemble à ce moment-là, il faut y aller. Vous voyez, mais maintenant on a bien regardé Haniwa. Ça s'appelle Haniwa. Okay. Ça c'est de commune période, un peu de coiffure un peu différemment. Coiffure de commune. Alors, après, ça devient pourquoi période ancienne? Notre vraiment vraie histoire du Japon, ça commence à apparaître. Au fait, avant Kofun, nous n'avons pas en fait, preuve, vraiment, preuve écrite. Nous n'avons pas. En fait. On peut trouver seulement des livres en Chine. Ils ont marqué qu'à partir de notre pays, combien de kilomètres on va aller un peu du sud et pour combien de mètres on a traversé la mer, on peut trouver, ça s'appelle une grande île, une petite île qui s'appelle, à ce moment-là, on l'appelle Wa. C'est pas le Japon, pas encore. Et là, ils ont dit que voilà, quelques années, on était allé là-bas, il y avait une reine qui réside de ce pays-là, mais juste avant, il y avait beaucoup de guerres, mais c'est elle qui a réalisé ça. Et puis, ils ont dit comme ça, donc on peut dire que, nous avons la reine à cette époque-là, nous avons une histoire à ce moment-là. Et puis, il y avait des petits villages qui deviennent comme un pays, autre pays, ils ont abattu beaucoup de temps. Et puis finalement, une reine qui a dit, on a trouvé ça. Et puis, c'est pour cela qu'on dit que période ancienne aussi. Et aussi, Asuka période, c'est le grand période dans le Kofun et Asuka entre ça, parallèlement. Nous avons commencé à avoir de l'écriture. Nous avons commencé de l'écriture, ça veut dire avant on n'avait pas, donc on pouvait trouver en Chine, mais nous avons avoir de l'écriture de chinois. Donc tous les caractères chinois, on a appris. Mais comment on a appris? C'est avec le bouddhisme. Avec le bouddhisme qui est venu au Japon, on a deux histoires, 583 et 552. On n'est pas encore sûr parce qu'on n'a pas de bleu, mais là, un livre qui sont dit 583, le sutra de bouddhisme qui est venu au Japon. Et à partir de là, on qui a obligé de nous apprendre comment ça se fait, comment on apprend, comment on fait. Aussi, il y a des grandes histoires à écrire. Donc, au Japon aussi, il faut laisser notre histoire, tout ce qu'il y a de Oplo qui a essayé de faire, on doit laisser dans l'histoire. Et c'est pour cela qu'à partir de Asuka, qui commence notre histoire, ça commence. Et puis, ce sont des... Ce sera peut-être quelque chose qu'un professeur de français pourra confirmer. La notion de préhistoire ici a vraiment toute son importance parce que jusqu'à 593, il n'y avait aucun vestige écrit au Japon. C'est à partir de cette date que la préhistoire est devenue histoire. On peut imaginer des choses, donc on apprend comme ça au Japon aussi, mais il n'y a pas de preuve. Donc il y a des possibilités dans l'avenir, ça peut changer si on peut trouver d'autres preuves.
Et ce sont des habits de Asuka. Peut-être quelqu'un qui aime bien de films de coréen, peut-être vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de, comment on dit ça, habits qui est caractéristique comme coréen, non? À cette époque-là, on a pris plein de choses par les îles de Corée. Et à ce moment-là, pour habits de haut-fleur, habits, comment on habille, c'est toujours qu'on a pris, donc ça c'est à la mode, ça c'est en Corée. Donc on a pris tout ça. Ça c'est vraiment traditionnel, mais chaque année ils font un peu de festival, fête, comme ça chaque année. Donc ça c'est le photo de Christemon. Ça c'est le temple de Asuka. C'est comme ça. Ça c'est le corps de Asuka et c'est tout à fait différent de Kofun. Mais c'est un peu bizarre. C'est la tête est très, comment on dit ça, plus grande. Oui. Alors, et puis après ça commence Nara Jidai. Nara. Pourquoi Nara? Parce que ça veut dire Kyoto, juste un peu du sud, il y a Nara. Nous avons toujours notre capitale et la maison de Honfleur. Ils ont été là toujours. Donc on dit Nara Jidai. Et ça c'est le grand statut de Bouddha de Nara époque, dans le Todaiji, dans le grand temple. Mais bien sûr, à ce moment-là, nous avons appris comment on va fabriquer des statues par coréen ou par chinois aussi, par coréen, comment on a fabriqué, etc. Donc, vous pouvez trouver la même style de vous pouvez trouver la même style, la même visage, la même style dans le coréen ou en Chine aussi. Vous avez déjà vu peut-être comme celui-là. Pourquoi? Parce qu'on a demandé à quelqu'un pour venir de construire ensemble et pour apprendre pour les Japonais aussi. Donc c'est la même chose. Et ça c'est aussi des statues, les statues en bois. Statues en bois. Et ça c'est une protection. C'est une protection de quoi? C'est de mauvais esprits. Ça garde, donc ça va protéger empêcher des mauvais esprits qui viennent dans notre pays. Plus, comment on dit ça? À ce moment-là, voilà, il y a beaucoup de maladies, mais on n'a pas de technique pour soigner les gens. Donc on pense qu'il y a des mauvais esprits qui font l'attaque. Donc pour empêcher les mauvais esprits, on a fabriqué des statues comme ça. Ça c'est pas une maison, mais en fait c'est une sorte de temple. Là, il y a beaucoup de moines qui va prier dedans, où on va étudier à beaucoup de sutras. Ça c'est le Nara. Et alors, après, ça devient Heian Jidai. Heian, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, Heian, ça veut dire en paix. C'est le période en paix. Ils ont bien mis son nom. Pourquoi? Parce qu'avant Nara, période où il y avait beaucoup de maladies, on ne pouvait pas avoir beaucoup de riz, il y a beaucoup de maladies, etc. On n'était pas assez content de maladies. Et puis, Honfleur qui a décidé que, ok, on va déménager, on va bouger notre territoire, et là, capitale est là, et c'était 784. Mais 784, on a déménagé juste après, encore 10 ans. Pourquoi? Parce que là, il y avait beaucoup de maladies qui ont commencé, donc il a bougé un peu. Et puis, ça commence 794, ça c'est le Heian, période qui commence. Et habit de Heian, ça s'appelle Juni Hitoe, 12 kimonos qu'on met dedans. Ça dépend de qualité du tissu, mais de temps en temps c'était 15 kilos. Comme ça.
mais c'est de l'époque de Heian. C'est un peu comme les poupées russes, on enlève un kimono, il y en a encore en dessous. Mais Heian période, en fait, c'était vraiment Heian période. Pourquoi? Parce que Heian, poupée. Pourquoi? À ce moment-là, avec le Corée, dans le Corée, il y avait beaucoup de guerres qui commençaient. Et on a décidé que, ok, on va arrêter un peu de transport, donc correspondance avec le Corée. On a arrêté. Donc pendant une période, on a bien mué notre coutume, notre habit aussi. Donc, vous voyez bien tout à l'heure de Asuka, et maintenant de Heian, c'est complètement différent. Ça commence Heian, qui a bien mué tout ce qui est forme de culture. Ça, c'est on peut trouver dans l'argent de 10 yen. On peut trouver ça c'est traditionnellement, on peut trouver dans les période. Celui-ci, maintenant, il y a à 2 ans. Il reste toujours comme ça, et c'est très bon. Ça s'appelle Shindenku. Ça s'appelle Shindenku. Donc, tout ce qu'il y a de nombre qui a vécu, ou ampleur qui a vécu, en fait, ça c'est de petit chalet de ampleur. Chalet. Chalet de ampleur. On n'a pas beaucoup de village. Ça s'appelle Yashore. Ça c'est le art. Ça c'est aussi la photo de fêtes qui sont faites là. Chaque année ils vont faire un peu de fêtes historiques. Et c'est le habit de Heian période. En fait, dans le Heian période, vous voyez bien tout ce moment. On était tellement contents de la vie à cette époque-là, donc on n'a pas dragué simplement ce nombre et ampleur qui dévise le pays, donc on est très contents de la vie. Mais petit à petit, on a besoin de corps de garde parce que quelqu'un qui va assassiner, etc. Donc on a besoin de cette personne-là. Mais à cette époque-là, il y a encore, ça s'appelle Bushi. Donc ce n'est pas encore samouraï, mais c'est le corps de garde qui commence. Et le corps de garde, pourquoi? Parce que chaque garde du corps qui commence. Ah, c'est tout de suite. Et alors, Heian période qui va bientôt terminer, c'était 1185, ça va terminer. Pourquoi ça a été terminé? Comme tellement de nombre de gens, et aussi des gens de nombre et ampleur qui ont été vraiment, pourquoi c'était aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on travaille? C'est pas du tout comme le Japon de présent. Et en période, ils sont, les paysans, c'est toujours paysans, mais familles de nombreux qui sont toujours nombreux, qui sont continués. Donc, finalement, garde de corps qui commence à avoir comme intelligent aussi, commence à avoir du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il est tellement bête. Pourquoi je dois garder, je dois sauver cette personne-là? Et puis finalement, comme tout à l'heure, aussi, qui va avoir le pouvoir. Ça c'est 1185. C'est le premier shogun qui commence. Shogun, peut-être vous avez vu entendu, c'est le chef de armée, chef de guerrier, qui commence de Gamugona. Ça c'est 1185. Et ça s'appelle Kamakura Jidai. Kamakura qui commence, et Kamakura c'est tout près de Tokyo, pas Kyoto. Pourquoi? Ah,待ってそう、ちょっと待って。で、鎌倉
Kamakura période qui commence, mais Omplo n'est pas mort. Omplo est toujours à Kyoto. Mais c'est le gouvernement, donc quelqu'un qui a le pouvoir, qui a commencé, ok, maintenant c'est moi qui va être commandant dans le pays. Mais Omplo est toujours là. S'il n'y a pas de cachette d'Omplo, lui, il n'a pas de pouvoir. Donc lui, il montre comme il obéit Omplo, mais il dit que est-ce que je peux faire cela? Est-ce que je peux faire cela? Et puis Omplo dit, oh, ok, ça va, tu peux le faire. Ah, ok, ça va, tu peux faire. Et donc, Omplo est toujours à Kyoto, mais le gouvernement est tout près de Tokyo. Ça, c'est Kanagawa Prefecture, ça s'appelle Kamakura, c'est aussi très joli temple, il y a aussi. Là, donc, Kamakura, il y a des gouvernements, mais Kyoto, il y a toujours Omplo qui a commencé. Et puis, ça, c'est, vous voyez bien, ça commence, samouraï, avec des costumes. Des maisons modestes Kamakura. En fait, Kamakura période, on dit que très modeste. Très modeste période. Ouais. Pourquoi? Parce que vous voyez bien à propos de Amasio présent aussi, on n'a pas besoin de tellement d'habits, on a besoin de quelque chose. On a besoin de quoi en fait? On a besoin de quelque chose de technique moi-même, mais on n'a pas besoin de quelque chose de décoration comme Heian période. Parce qu'ils ont détesté Heian période, donc ils sont chassés des Heian période. Et puis maintenant, ça devient comme ça. Mais la maison aussi très modeste. À propos de manger aussi, c'était très modeste. Donc on dit qu'à cette époque-là, ils ont commencé de vivre très longtemps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas tellement de choses manger comme riche. Donc on a mangé le riz et un peu de soupe et beaucoup de légumes, pas beaucoup de viande. Donc on a vécu très bien. Mais c'est très modeste. Ça c'est lui qui a commencé Kamakura. Donc c'est lui qui est le premier chef de Kamakura. Et ça s'appelle Minamoto Yoritomo. Et lui, il était assez intelligent. Il a continué d'être chef, mais il a continué d'être suivi avec Omplo. Donc, ça a bien fonctionné. Omplo, il a resté, mais lui, il était comme, ça continue un peu rien tête. Donc, ah ok, tout va bien, c'est bien, ok. Et il a dit tout est ok, donc lui, c'est lui qui a décidé du Japon. Et puis après, ça devient Muromachi. Muromachi, est-ce que vous avez déjà vu cette photo-là? Ça s'appelle Kinkakuji. Kinkakuji. Ça c'est 1333. Donc 1335, oui. On a fabriqué celui-là. À ce moment-là, en fait, c'est le chef qui était Minamoto, qui avait beaucoup de pouvoir aussi, et ils ont été riches aussi. Comment ils ont été riches? Avec correspondance chinoise aussi, avec correspondance, avec exchange, correspondance avec le chinois, coréen aussi. Ils ont bien gagné d'argent, donc ils ont été assez riches. Mais la fin de Muromachi, on n'a plus d'argent, donc son 8e après le shogun, ils ont essayé de fabriquer Ginkakuji. Ça c'est Gin. Kin, ça veut dire or. Mais Gin, ça veut dire argent. Ils ont essayé de ça, mais à la fin, tellement d'évaluations qui arrivent, donc ils ne pouvaient pas terminer. Mais je suis sûre qu'il n'y a pas de photo. On n'a pas de photo. Parce que c'est pas très beau. Pourquoi? Parce qu'ils ont fabriqué, bien sûr, tout ce qu'il y a en bas, c'est en bois. Mais dernière fois, Ginkakuji, ils ne pouvaient pas terminer. Ils sont toujours là, mais ils ont terminé, mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, donc ils sont vraiment très pauvres. Mais celui-ci de Kinkakuji, à cette époque-là, ils sont assez riches au début, donc on a ça. Mais celui-ci, c'est en fait, c'est une photo, mais c'est pas réel. Il y a 50 ans, quelqu'un qui a allumé le feu, donc on a
préfabriqués. Donc ils sont beaux, on a essayé de faire la même chose, mais ce n'était pas le même. Mais il y a 50 ou 60 ans, jusqu'à là, on avait des vrais Kinkakuji, mais maintenant, voilà, ce n'est pas de cette époque-là. Mais si on voit la photo de avant et si on voit la photo de celui-là, c'est presque la même chose, on a bien fait de reconstruire. C'est le jardin très traditionnel de Muromachi. Maintenant, on essaie de garder le même style comme celui-là, et on a toujours quelqu'un professionnel qui garde très joli, proprement beaucoup de jardin, et très zen, très calme, pas beaucoup de décoration. Et à ce moment, Muromachi période, ça commence de thé cérémonie. Peut-être que vous l'avez déjà vu, de thé cérémonie comme celui-ci. Ce n'est pas de thé ce qu'on voit. Là, on va être très calme et on fait du thé, on boit. Donc c'est toujours tranquille. Donc c'est un hobby qui a commencé, mais jusqu'à présent, maintenant aussi, ça continue. Voilà. Non, ce qui est important de remarquer avec cette période du Muromachi, c'est que c'est à partir d'elle qu'a démarré beaucoup de points de culture japonaise qu'on connaît encore de nos jours. Donc la cérémonie du thé, les fameux samouraïs. Samouraï aussi. Et puis après Muromachi, ça commence Azuchi, Momoyama Jidai. Peut-être que vous avez vu ce genre de photo. Ce genre de photo, mais en fait cette période de guerre, pendant quelques années, on est tout le temps dans la guerre. Pourquoi? Parce que dans le Kamakura qui a fondu, et puis Muromachi qui a commencé, mais Muromachi aussi, ça ne va pas. Et l'empereur, il est là toujours, mais il ne fait pas grand-chose. Alors, qui va être chef? Dans une région qui a commencé à être battue, qui va avoir plus de territoire, plus de gens qui commencent là. Donc, on l'appelle Sengoku Jidai, c'est le période de guerre. Et période de guerre, mais ça va bientôt terminer, mais pas encore terminé, mais c'est lui qui a commencé à diriger. Lui, il s'appelle Nobunaga Oda, il est très très connu. Lui, il a des idées qui n'est pas du tout comme les Japonais. Il est bien étranger, il a été bâti aussi par baptisé par baptême chrétien. Il a été baptisé par les chrétiens. Par chrétien, mais je ne sais pas quelle sorte de chrétien aussi. Et il a commencé à utiliser le fusil aussi. Juste avant, au Japon, c'était toujours avec le katana. Avec le katana, on a battu, ou arc, on a utilisé. Mais lui, il a commencé à utiliser pour la bataille. Il a commencé à utiliser le fusil. C'est pour cela qu'il a bien gagné pour avoir le plus gros du temps. Mais juste avant d'être top, en fait, il a été assassiné par quelqu'un qui est tout près de lui. Et donc, il ne pouvait pas être très longtemps comme être chef. Mais à la place de ça, sont juste à côté de quelqu'un qui va être le chef. En fait, lui, tout à l'heure, Oda Nobunaga, qui aimait bien ça, ça vient de portugais, ça vient de 67, oui, ça vient de Yongon. Mais à cette époque-là,
tous les chefs de petits villages ne croyaient pas le terre qui est rond. Mais seulement Oda Nobunaga, qui a connu, qui croit que le terre qui est rond, on n'est pas seulement le Japon, on a d'autres pays qui s'intéressent à le Japon et on peut continuer, on peut commencer, on peut avoir plus de territoire. C'est pas seulement le Japon, il ne faut pas voir seulement le Japon, c'est son idée, c'était comme ça. Donc il aimait bien celui-ci aussi, et il a bien regardé et il a dans le musée aussi. Alors, très longue période de Edo, période commence, Edo Jirai. Ça c'est le ville de Edo. Ville de Edo commence 1603, le Edo période commence. Mais finalement, Tokugawa, peut-être quelqu'un qui a entendu, le chef du Tokugawa, qui a pris le premier gouvernement. Mais lui, donc celui qui est le grand chef, il a commencé d'avoir gouvernement à Edo. Edo, ça s'appelle Tokyo, ancien Tokyo. On a changé le nom, mais avant c'était Edo. C'est le petit village de Edo. Ce sont des samouraïs de Edo période. Et ce sont des châteaux d'Edo. Il a fait beaucoup de travail. En fait, pour devenir grand chef, pour vivre dans la période de guerre, lui, il a bien pensé plein de tactiques. Et puis finalement, il est devenu chef. Donc Tokugawa devient chef. Et puis pendant 15 chefs, de son fils et de son descendant qui a continué pendant 15 générations, qui a continué pendant Edo période. Et comment il a fait, il y a beaucoup de tactiques qui sont là, mais je ne sais pas comment on a beaucoup de temps pour expliquer. Ok, ça va. Et puis déjà, je dis, oh là. Edo période, c'était 260. Années. Normalement, on a 265 années, on a continué. Et puis, ça va bientôt avoir la fin. Mais avoir la fin, en fait, pendant 200 ans, nous avons fermé la porte avec d'autres pays. Ça s'appelle Sakoku. Pourquoi on a fait ça? En fait, à cette époque-là, voilà, juste avant 1800 quelque chose, de Fuji qui arrive à Tanegashima, et puis après, chrétiens qui sont arrivés là, et chrétiens qui voudraient avoir de croyants chrétiens, mais pour le gouvernement, ça c'est vraiment, ça dérange d'être béni au Japon. Et alors, et aussi pour protéger, ils ont le gouvernement qui sont entendus que chrétiens qui ont essayé de capturer le Japon, pas passer chrétien, pas passer religion. Donc, le gouvernement qui ont fait attention, on ne peut pas laisser entrer de l'étranger, autrement, le gouvernement, on ne peut plus continuer pour le Japon. Ok, donc on va fermer la porte. Mais on va fermer la porte, mais avec le Hollande. Et avec la Chine, quand même, on a continué. On a continué d'avoir des correspondances, mais ce n'est pas régulièrement, c'est vraiment peut-être une fois pour 2 ou 3 mois, ou une fois pour 1 mois. C'est vraiment irrégulièrement, on a continué. Mais grâce à ça, on pouvait avoir un peu de gémono, ce qui se passe à l'Europe, ou ce qui se passe en Chine, mais techniquement, il n'y a pas grand-chose. Pas appris. Ça, c'est le période. Mais 1868, juste avant 1868, 1853, Américains qui arrivent au Japon avec un grand bateau de bataille, et puis ils ont dit, allez, ouvrez la porte, on a besoin de vous.
Et puis le Japon, à ce moment-là, on avait des tout petits bateaux en bois, on n'avait pas grand-chose. Et puis finalement, on a accepté ce qu'ils ont dit, et puis finalement, on a laissé ouvrir la porte. Et dès qu'on a ouvert la porte, d'abord américain et hollandais, bien sûr anglais, et tous les pays qui sont arrivés au Japon, allez, on va avoir comment on dit ça? Oui, business. Et puis au Japon, pour eux, c'est pendant 250 ans, on était en pays seulement du Japon, et on n'a jamais vu d'étrangers. Et puis après 1850, tout à coup, Européens, tout à coup Américains qui sont arrivés avec le grand, ils sont très grands pour les Japonais, hein, ils sont très grands comme ça, et ils mangent comme ça. Ils ont arrivé, les Japonais, c'est vraiment choquant, qu'est-ce qui se passe? Non, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais quand non, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire. Il a demandé en blanc, qu'est-ce que je dois faire? En blanc, on ne sait pas. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et finalement, on va accepter tous Américains tout le dit. Et puis, ça c'est 1868, le Meiji Government qui commence. Meiji Government, à ce moment-là, cette photo, c'est pas celui-là, mais Meiji Government, à ce moment-là, ils ont essayé déshabiller les kimonos, ils ont essayé d'habiller comme Européens, comme ceux, comme Européens, et on a des photos, normalement, on n'a pas de photos. On a des photos normalement à cette époque-là, et il met vraiment comme Européen, il habille comme Européen. Et ça, c'est le vraiment traditionnel bâtiment de Meiji, avec en bois, mais il y a des terrasses aussi, fenêtres aussi. Donc, avant, nous n'avons pas de fenêtres comme les Européens, mais on mélange ça. Mais maintenant aussi, c'est le hôtel qui existe au Japon, mais ça coûte tellement cher pour une nuit, mais c'est très très joli, très propre, et on peut aller plus loin. On peut manger très bien aussi. Oui, et 1873, on a accepté, donc on ne peut pas accepter, on a construit le premier train, à partir près de Tokyo. Et c'est l'Angleterre, anglaise, qui nous a appris comment on a construit. Donc, à propos de train, à propos de voiture aussi, on roule comme Angleterre, au Japon, pas comme en Belgique. Roule à gauche. À gauche. Ah, ça, c'est le premier Taisho en pleurs. Mais il a resté seulement 14 ans. Il a resté. Et malheureusement, il a décédé très vite. Donc, tout de suite, ça commence Showa époque. Mais, c'est un peu bizarre. On a adapté plein de choses et aussi beaucoup d'évolution dans plein de pays aussi. Et ce sont des baseball qui commencent. Mais on garde toujours tous les arts martiaux, on garde tout ce qui est des choses traditionnellement, mais on accepte plein de choses. Mais au début, voilà, c'est le baseball. Donc on dit, le bâton c'est bâton. Si on dit c'est balle, c'est pour eux. Donc on essaye d'adapter la prononciation de l'anglais aussi. Oui. Comme son papa est décédé très vite, donc son fils, Hirohito, qui doit continuer le pays. Mais lui, il était assez jeune, mais il doit continuer. Mais il a vécu très longtemps aussi. Mais lui, on dirait que c'est le emploi de guerre. Il était dans le période de guerre mondiale, deux guerres mondiales, aussi avec la guerre avec la Chine, avec la Corée aussi, avec la Russie aussi. Il a accepté plein de guerres aussi.
pompiers Showa. Au Japon, depuis très très longtemps, qu'est-ce qui nous peut pour notre vie? Ça c'est le feu. Le feu. Pourquoi? Parce que toute la maison, on a fabriqué en bois. Donc, une fois le feu qui commence, aussi, vous avez vu le village de Edo, la maison sont très petits et en bois, et juste à côté, ils sont très attachés. C'est pour cela qu'une fois le feu qui commence, à ce moment-là, tout le village, toute la ville, on va mettre voilà, le feu. Donc, on a besoin un peu de groupe qui protège la maison. Donc, on n'est pas un peu de pompiers, mais disons toujours, on a des pompiers aussi, mais aussi volontairement, il y a des gens qui protègent le village. Ça, c'est maintenant aussi, il y a dans mon village aussi, chaque petit village, même si on a besoin maintenant, parce qu'on a des bons pompiers, la maison, ils sont assez techniquement, ils sont anti-feu, donc c'est très difficile de brûler aussi, mais quand même, on a toujours pompiers, pompiers civils, pompiers locaux dans le village. Ah, déjà, oui. Comme on vous avait dit, donc, Première Guerre mondiale, à cause de l'Union avec l'Angleterre, nous devons participer. En fait, on a participé avec l'Angleterre. Et puis, Deuxième Guerre mondiale, c'est aussi, voilà, on a continué très longtemps. Mais, petit détail, si on commence ça devient très longtemps, donc je ne dis pas. Avant Hiroshima, donc avant le bombe de Hiroshima, ça c'est, vous savez bien, c'est presque la fin de période de Deuxième Guerre mondiale. Ça c'est 1945. Le Hiroshima était avoir le désastre par bombe atomique. C'était le 6 août 1945. Mais avant cela, nous avons continué la guerre, même si on n'avait rien, même si on n'a pas des gens qui pouvaient être soldats. On a utilisé des petits-enfants aussi pour envoyer des soldats, etc. C'était vraiment misérable à la fin. On n'a rien de chose à manger, mais on devait continuer. En fait, le pays qui nous avait croyé que nous allons gagner, nous allons gagner. Allez, un peu des efforts. Oui, c'est l'empereur qui dit ça, donc nous avons continué. Donc maintenant, malheureusement, on utilise le mot de kamikaze. Kamikaze, vous avez déjà entendu. En fait, au début de kamikaze, c'était Kamakura époque, on a eu des Mongoliens qui attaquent. À ce moment-là, il y avait de grands typhoons qui étaient arrivés au Japon, le typhoon. Grâce à ça, nous n'avons pas eu de problème avec les Mongoliens. Mais c'est pour cela qu'on a commercié pour le dieu. Kami c'est le dieu et Kaze c'est le vent. Donc on a commercié pour le dieu pour merci d'avoir nous sauvé le dieu. On avait utilisé ça. Mais le Deuxième Guerre mondiale, à ce moment-là, on a changé de nom. Kamikaze, on va sauver le Japon. Pour sauver le Japon, le soldat qui doit mourir. Mais pour mourir, pour protéger le Japon, comme nous n'avons pas assez de bombes, nous n'avons rien, vous-même, vous allez être comme le vent du Dieu, vous allez attaquer par le harbor, pour exemple. Vous allez être devant. Ça commence, ça a été commencé comme ça, mais pour les Américains, pour les Japonais, qui sont fous, normalement, on devrait essayer de vivre, mais eux, ils ont jeté sa vie pour protéger son pays. Ils sont vraiment fous. Et ils ont pensé à ça. Et puis, finalement, voilà, on a beaucoup d'histoires, on a beaucoup de rapports un peu différents, mais Américains qui disent qu'ils n'ont pas de choix, ils n'ont pas laissé des choix sans laisser tomber le monde atomique à Hiroshima. Une chose qui est importante, parce que moi ça m'avait touché quand je l'ai appris, j'ai toujours cru que les kamikazes étaient des fanatiques fous furieux qui
s'écrasaient sur les bateaux américains avec le sourire aux lèvres. Alors qu'en fait, c'était tout le contraire, c'est ma femme qui me l'a appris. Ils allaient en pleurant parce qu'ils devaient quitter leur famille. S'ils ne montaient pas dans l'avion pour aller se suicider, c'est leur famille qui allait en pâtir. Donc c'était vraiment par obligation qu'ils le faisaient. Et aussi, on a un petit interview aussi. Il y a eu un avion qui a démarré, donc kamikaze, vous devez aller mourir. Donc, vous devez aller mourir, mais vous pouvez être, après la mort, vous pouvez être une sorte de Dieu, comme l'emploi qui va toujours remercier. Donc, vous pouvez être une sorte de Dieu, vous êtes uniquement de humain, mais vous pouvez être Dieu. Ça, ils ont dit ça. Donc, il y a seulement de papa, hein, c'est en général, lui, ils ont choisi, et aussi, comme je l'ai dit, que si je ne suis pas allée là-bas, c'est vraiment grande honte de ma famille. Si je ne vais pas mourir, c'est la grande honte de ma famille, donc il faut y aller. Et puis, je suis allée. Et puis, j'ai vu aussi un interview que, malheureusement, un avion qui n'a pas bien réalisé, donc il a été atterri quelque part. Et une semaine après le départ, il a essayé de revenir et puis il est revenu plus bas. Mais lui, il a dit, je veux bien tout de suite partir. Parce que dans sa tête, il est comme ça, je veux bien tout de suite partir. Est-ce que vous avez d'autres avions? Et d'autres personnes, donc l'armée, qui a répondu, pourquoi tu n'étais pas mort? Tu as peu de mourir, donc tu es revenu. C'est quelle honte! Ils ont répondu. Mais lui, à ce moment-là, il a répondu à une interview. À ce moment-là, il a senti que je suis une partie de l'avion. Donc c'est comme un petit vis, vous voyez, un petit creux. C'est comme si je suis plus de l'humain pour l'armée. Je suis une partie de l'avion. Il a senti ça. Et puis finalement, il a vécu, donc j'ai vu de l'interview, il était assez vu, mais il a décidé que voilà, il ne vole plus. Pourquoi il ne vole plus? En fait, on n'avait plus de l'avion pour voler. Mais d'autres armées qui se disent, pourquoi tu es revenu? Tu ne voulais pas mourir? Et puis à ce moment-là, c'était vraiment choquant. Mais c'était aussi normal. Parce qu'on est tellement honte, normalement on est très timide, on est tellement honte aussi. Donc, si les Américains, on a éduqué comme ça, les enfants aussi à cette époque-là, si Américains qui arrivent, vous devez suicider. Vous voulez avoir honte d'être capturé par Américains ou vous voulez mourir uniquement japonais. Ils ont dit comme ça. Donc, à Okinawa, par exemple, à partir du mois de mars jusqu'à le mois de septembre, en fait, la guerre qui a continué. C'est très bizarre parce que le mois d'août, 15 août, le empereur qui a dit que fini, on est fini, on doit obéir l'Américain. C'est fini. On a dit ça, mais Okinawa n'a pas entendu. Donc il y a beaucoup d'habitants. Pendant un mois, ce ne sera rien de mourir, mais il y a beaucoup de gens qui sont continués de suicider. Pourquoi? Parce que l'armée japonaise, ils ont dit, si Américains qui arrivent, vous devez mourir. Ils ont dit comme ça. Et aussi, Américains qui ont vu qu'ils sont suicidés comme ça, donc ils ont laissé des papiers pour dire, ils ont écrit en japonais, nous ne pas, on est venu pour vous sauver, il ne faut pas vous tuer. Et on est venu pour vous aider, ils ont dit comme ça. Mais l'armée japonaise, qui sont dit, habitants de Okinawa, il ne faut pas ramasser de papier. Si vous avez ramassé, vous êtes spy, des espions. Si vous touchez là, c'est espion. Et il y a des armées japonaises qui sont tuées des habitants, comme ça, en face de tout le monde. Massacre. Donc, voilà, c'est des habitants qui sont été vraiment. Il n'y a pas de choix, donc il faut
suicidé. Et puis, ça a été vraiment Okinawa qui était vraiment misérable. Et très longtemps, ça a été confiné. Et, donc, le 6 août, le bombe atomique qui est tombé à Hiroshima. Et puis, 3 jours après, le 9 août, à Nagasaki. Ça, c'est ça. Et puis, finalement, l'empereur qui a dit que, voilà, le 15 août, c'est fini. C'est fini, la guerre. C'est fini. Intéressant de noter que le 15 août, c'est la première fois sur les 1500 ans d'histoire du Japon que les Japonais ont entendu la voix de leur empereur dans les ondes radio. Les Japonais ne pouvaient pas entendre la voix de leur empereur. C'est l'empereur qui ne parlait pas aux Japonais. En fait, on ne pouvait pas voir l'empereur depuis Heian période. Depuis Heian période, si on voit l'empereur, notre yeux, on va être bas. Aveugle. On ne peut plus voir. Et si on entend le voix d'empereur, on ne peut plus entendre. C'est bizarre, hein? Mais c'est le Heian période, on a fabriqué beaucoup de petits comme ça, donc ça a été continué. Donc, au début, les gens qui ne croyaient pas que l'empereur qui est en train de parler par allemand. Et puis, il y a des gens qui ont entendu que l'empereur qui est en train de parler, ils ont dit comme ça. Qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que j'ai entendu le voix de Dieu. C'était comme ça. Oui? Ah. Mais voilà, ça passe voilà, c'est trop vite, non? C'est les Japonais qui vont trop vite. Après 1945, donc la guerre est complètement finie. Et pendant, jusqu'à 1972, Okinawa, qui était le territoire d'Amérique. Donc, on avait utilisé le dollar, on avait besoin de passeport, dollar. On a besoin de passeport pour aller à Okinawa. Et les habitants d'Okinawa, qui sont des nationalités américaines, pas de japonais, jusqu'à là. Mais 1972, finalement, Okinawa, qui est devenu le Japon. Mais tellement longtemps, on a laissé comme ça le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, Okinawa, presque un quart de l'île d'Okinawa, on a des bases américaines. Ça, c'est avec l'américain et le Japon, on a fait des accords. Donc, au début, l'américain considérait que voilà, ça c'est le territoire de l'Amérique. Mais finalement, voilà, habitants, tout ça sont habitants, ce sont des Japonais. Ils ont dit que nous sommes Japonais, nous sommes Japonais, nous sommes Japonais. Et finalement, c'est beaucoup très tard, ils sont mais finalement, c'est fini. Mais, et puis, ça c'est le photo. C'est le photo de présent du Japon. Vous voyez bien, c'est le montagne Fuji, là-bas. Et là, c'est à Tokyo. Et c'est plus en bois. Beaucoup de buildings, beaucoup de bâtiments en ciment. Ok. Différentes principales que le Japon moderne pour nous. La vision que les Japonais ont par rapport au monde du travail, en occidentaux. On doit travailler pour faire vivre sa famille. C'est nous. C'est ça? Oui. Au Japon, la compagnie est la société de compagnie est son 12e famille. On considérait comme le compagnie du travail, c'est comme la famille. Pour les Japonais, faire vivre sa compagnie est aussi important que faire vivre sa famille. Donc, dans la compagnie, on n'a jamais parlé, presque jamais parlé à cause de la famille. Donc, si mon fils est malade, c'est très difficile de dire au chef, mon fils est malade, est-ce que je peux quitter le bureau aujourd'hui un peu plus tôt? Mais non, c'est très difficile.
faut trouver absolument quelqu'un qu'on se prête là-bas, et puis moi, je dois continuer de travailler. Ça, c'est un peu le style du Japon. On ne peut pas mélanger la vie en famille et le travail très longtemps, plus qu'une semaine. Mais maintenant, ça commence un peu différent, mais c'est très difficile. Par exemple, quelqu'un de japonais, mais il a des familles en Europe, il a des excuses pour dire que, par exemple, mon grand frère qui vit en New York ou qui vit en Belgique, qui va se marier, donc je dois aller sur cérémonie. Est-ce que je peux prendre congé d'une semaine? À ce moment-là, chef qui dit OK, et aussi, lui aussi, il peut demander facilement. Mais si c'est au Japon, mon grand frère se marier dans quelques mois, mais il est à Kyoto. Oh, Kyoto, vous pouvez vous venir. Pourquoi vous allez prendre une semaine de congé? Donc, oui, donc on ne peut pas prendre. Donc, s'il y a de bonnes excuses pour mariage, ou quelque chose, quelqu'un qui est décédé, quelqu'un qui est très loin, mais au Japon, à ce moment-là, il y a de bonnes excuses pour prendre plus qu'une semaine de congé, mais normalement, 3 jours, 2 jours, 1 jour aussi, désolé pour prendre congé, c'est comme ça, mais accepter de faire des heures supplémentaires, ça c'est normal. Ça c'est normal. Accepter de faire des heures supplémentaires sans rien payer. Ça c'est pour montrer, je travaille, j'ai envie de travailler, je suis voilà, à votre service. Nous avons des heures. Non. Quelle idée socialiste. Pourquoi? Nous avons des très bons droits. Ils ont dit, vous pouvez travailler, voilà, si c'est autant de heures, par exemple, vous allez travailler 35 heures par semaine. Voilà, on fait des contrats, mais le contrat, c'est vraiment, c'est rien. C'est vraiment, c'est rien. S'il y a du travail, et si c'est le chef qui reste là-bas, dans son siège, on ne peut pas partir à l'heure, par exemple, à 5 heures, notre travail, c'est 9 heures jusqu'à 5 heures, notre travail est jusqu'à 5 heures, il y a le propos, mais le propos aussi, on ne peut pas prendre le propos de plus qu'une demi-heure. Mais si le chef reste là, on ne peut pas partir très tôt non plus. Nous, il faut excuser, il faut partir, il faut donner les bonnes raisons qu'il est 5 heures et mon fils est malade, je dois partir. Ça, c'est à ce moment-là, oui. Mais parce qu'on peut dire ça, parce que c'est eux qui est amené son travail, donc on peut dire ça. Et accepter d'aller voir son collègue après le travail. C'est très important pour les Japonais. Pourquoi? Parce que dans le travail, on peut parler uniquement à propos concernant le travail. On ne peut pas parler d'autres choses. Mais comme on est humain, on a besoin de communiquer d'autres choses. Mais pour communiquer d'autres choses, on a besoin d'autres heures. Ça, c'est d'autres heures, c'est après le travail. Après le travail, le chef qui dit, allez, on va aller voir, et tout le monde dit, et puis tout le monde va. Et puis à ce moment-là, on peut discuter avec beaucoup de saké, on peut discuter plein de choses, un peu avec le rigolo. Donc un peu de blagues, aussi, et on peut un peu dire plein de choses, ce qu'on a envie pendant la journée. Normalement, pendant la journée, on peut rien dire. Donc c'est important. La hiérarchie dans le monde du travail. Respect total pour ses supérieurs ou quelqu'un qui est plus âgé. Normalement, au Japon, c'est pas seulement au travail. Quelqu'un qui est plus âgé, on doit respecter à quelqu'un qui est plus âgé. Pourquoi? Quelqu'un qui est plus âgé, qui a beaucoup plus d'expérience que moi, donc il faut être humble. Donc,
je suis toujours l'experte. C'est toujours, il faut montrer comme celui-là. Mais dans la société, bien sûr, âge aussi c'est important. Je suis quelqu'un qui est plus âgé que moi, il faut toujours utiliser le forme respect et aussi de position supérieure. On ne peut pas parler comme en Belgique, comme un ami. Ici, on vous dit, on peut appeler comme Tom, comment ça va? Même si pour le supérieur, on peut appeler comme ça, mais non, au Japon, c'est toujours, il faut toujours respecter pour le supérieur. Ça va? Et obéir jusqu'à devenir un. On doit être patient jusqu'à, on va être supérieur. Ça, Il est important de noter ici que cette façon qu'ont les Japonais de travailler et de penser est fortement liée à leur histoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait une introduction assez longue sur l'histoire du Japon, parce qu'en fait, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il y a un parallélisme direct entre la façon de penser du Bushido des samouraïs et la façon de penser des Japonais dans leur monde du travail maintenant. Donc, il est vain de vouloir parler à un Japonais de son travail et de lui imposer notre façon de penser, parce que chez eux, leur façon de penser est ancrée dans leur histoire. Ce n'est pas seulement ancré dans leur culture. Donc c'est beaucoup plus profond que notre façon de voir, notre propre façon de voir le travail. C'est le japonais très important. Les Japonais sont beaucoup plus critiques que nous. Ça va vous avez déjà vu. Nous avons encore plus, 45 degrés. Ça c'est, vous avez déjà peut-être vu que j'étais au port de Fukushima, on a eu l'année passée, juste il y a 12 ans, ça commence ça. Des astres de Fukushima, le chef de TEPCO qui a excusé très profondément, ça c'est vraiment comme celui-là. Il faut vraiment être 60 degrés pour excuser. Encore plus. Mais normale salutation, c'est comme celui-là. Celui-ci. Seulement la tête aussi. Par exemple, pour dire bonjour, aussi on fait comme celui-là, mais bonjour, on fait comme celui-là. Mais ça c'est pour le supérieur, il dit bonjour, comme celui-ci. Konnichiwa. Et aussi, au Japon, des coutumes qui sont très importantes au Japon, il faut enlever les chaussures. Ça, c'est peut-être. Et après, enlever les chaussures, il ne faut pas laisser ce qu'on a enlevé, il faut mettre hors de porte. Comme, vous voyez, la maison, quand on doit sortir de la maison, on doit mettre les chaussures. Donc, on doit mettre à l'envers pour qu'on puisse sortir facilement. Ça, c'est le bain public ou le bain conseil normal. Il faut laver avant de prendre un bain baignoire, dans le baignoire. Il faut bien se laver. Pourquoi? Parce qu'on utilise le bain pour tout le monde. Il faut bien. Aussi, on a beaucoup de petits manades qui sont très importants, mais bon, ça, c'est on va laisser changer. Mais quand vous allez entrer, si un jour vous avez l'occasion d'aller chez l'habitant japonais et qu'il vous invite à prendre un bain, ne soyez pas surpris, tout le monde prend le même bain avec la même eau et tout le monde se lave complètement à l'extérieur du bain. Donc, il n'est jamais prendre le bain, il n'est jamais pris le bain. Pourquoi? Parce qu'il déteste en fait. Ton papa a pris son bain. Et puis après, je dois prendre. Ah non, hein. On s'est bien lavé, donc on est simplement, on est entré, on se relaxe dans le bain. Mais, oui. Suivante. Un masque si on sort malade. Soit on a de deux côtés celui-là, soit quand on est malade, Quand on est malade, on montre à tout le monde que je suis malade.
pas accroché, mais je me protège, donc ne me tracasse pas. Donc c'est une sorte d'étiquette. Deuxième, et quand on sait bien que c'est beaucoup de pollution, il y a beaucoup de quelqu'un qui sont malades, à ce moment-là, on nous protège avec le masque. Donc il y a beaucoup de gens, les Japonais, surtout à Tokyo, il y a beaucoup de gens qui sont des masques, mais il ne faut pas avoir peur. On est comme ça. Ne pas se moucher ou tousser à table. Ça, c'est lui, il a fait des mots aussi. Ça ne veut pas. Lui, il y a quelques années. Mais ici, en fait, c'est le contraire. Ici. Au Japon, on ne peut pas mousser très comme comme ça. On ne fait pas beaucoup de bruit. Au Japon, il faut faire discrètement. Et puis, comme presque on n'entend pas, il faut mousser si c'est nécessaire. Si vous pouvez garder, c'est très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est sniffer, normalement en Europe, c'est pas bien. Non, comme ça c'est pas bon. Ça, c'est pas bon pour le nez non plus. Mais au Japon, il y a beaucoup de gens qui font. Mais ça, c'est des étiquettes. Au Japon, c'est bien. Il faut le faire, mais pas faire comme ça. pas faire de haut, mais avec le choix un peu comme ça, on fait comme ça c'est bon. Mais pourquoi? Parce qu'il ne faut pas mousser comme ça. Quand vous voulez vous mousser, il faut aller aux toilettes. Il faut aller aux toilettes. Et aux toilettes, il faut chasser. Comme ça, tout le monde n'entend pas. Mais il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Donc une société qui a fabriqué, spécialement aux toilettes, on pousse le bouton et il y a le son de comme ça, on pouvait. C'est vraiment vrai. Vous pouvez trouver partout ailleurs, à l'aéroport, aux toilettes publiques, partout ailleurs. Il y a des boutons, ça c'est pas pour chasser. On a des pour chasser aussi, et on a des sons. On pousse le bouton, il y a de temps en temps mélodies, il y a des chansons de temps en temps, il y a des sons de chansons, vraiment comme ça. Et c'est pourquoi? Parce qu'on fait tellement attention que quelqu'un qui entend notre bruit, ça on a peur. Donc on laisse là. Et carte de visite, on donne de carte de visite. Comme tout à l'heure, comme les chaussures, la même chose, on pense des autres. Donc, quand vous voulez donner une carte de visite, il faut donner que d'autres personnes qui pouvaient lire facilement. Ça, c'est notre prochain quartier. Encore un petit point à noter pour ceux qui étudient le français en rapport au travail, si j'ai bien compris. Il y a quelque chose de très important dans cette image-là. La plupart du temps, quand ici en Europe on donne une carte de visite, c'est du style « Tenez ma carte de visite, je pourrais vous être utile ». Alors que l'état d'esprit japonais, c'est plutôt « Merci d'accepter ma carte de visite ». Donc une fois, ça rentre dans l'état d'esprit du Bushido, c'est-à-dire le respect total de l'autre personne. Et aussi, on pense qu'à propos de carte de visite, c'est moi. C'est moi-même en fait aussi. Donc on pense que quelqu'un qui m'a donné la carte de visite, c'est lui. Donc on ne va jamais écrire au-dessus de ça. Et comment vous appelez? Jamais écrit. Ou on ne va jamais jouer avec la carte de visite. On passe quelqu'un où on ne va jamais plier et décider, jouer avec ça. Montrer de respect si on occupe, ça c'est toi qui peux l'expliquer. Oui, bien sûr. En fait, quand vous devez passer devant quelqu'un, même en pleine rue, même à Tokyo, même quand il y a plein de monde, si jamais vous passez devant quelqu'un et que vous voyez, que vous croisez son regard, je sais, c'est stupide, je sais, mais il faut le faire. On passe la tête un peu. Voilà. Pourquoi? Oui, dès que vous croisez le regard de quelqu'un, dès que vous passez devant le regard de quelqu'un, en fait, en règle générale, dès que vous embêtez quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, il faut s'excuser aux gens. On s'excuse tout le temps. Et
l'embêtement arrive très vite. Passer devant quelqu'un, faire un peu trop de bruit à côté de quelqu'un, c'est toutes des raisons qui sont suffisantes pour devoir s'excuser. Bien séance japonaise, très proche d'un autre, mais que nous-mêmes ne respectons pas tous. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ne pas téléphoner et pas créer pas dans les trains. Sur les trains japonais, il y a un petit symbole qui s'appelle Manamon, qui dit que quand on rentre dans le train, il faut mettre le GSM, son téléphone portable, en mode silencieux. Et les Japonais respectent tous ça. Tous respectent, personne ne parle par téléphone. Et entre les Japonais, on parle aussi très la voix. C'est presque fini. Parce qu'arrivé 10 minutes avant, ou à 15 minutes, on commençait à savoir faire la file sans compromis. Les Japonais, on aime bien aussi être libre. Quelqu'un qui a dit que ce magasin-là, ce restaurant, qui sont très bons, et tout le monde peut y aller. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de lignes, mais on n'a rien demandé, mais tout le monde peut être libre. Le train aussi, pour monter le train aussi, on sait que eux, on peut monter là, mais tout le monde est libre. Mais personne qui demande d'être tout droit comme ça, mais tout le monde. Une petite expérience personnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà été à Disneyland. Il y a généralement une sorte de petit McDonald's à l'intérieur où tout le monde se jette pour aller manger à midi. Il y a la même chose au Disneyland à Tokyo, au Japon, mais là, c'est toujours en ligne, alors qu'il n'y a pas de barrière pour séparer les lignes. Les Japonais se mettent toujours en ligne, tout à fait comme des moutons. C'est très bien. C'est à gauche de l'escalier, sur le marché pas. Et ça, c'est aussi. Ici, c'est à gauche. C'est à droite. C'est à gauche. Ça va, c'est au vélo. Seulement au vélo, c'est normal. C'est normal, mais tout le monde respecte. Là-bas, il pousse ça à l'extrême. Quand vous avez une rue principale, un boulevard où il n'y a aucune voiture, aucun Japonais ne traversera si le feu n'est pas complètement vert. On résume, le Japon a une longue histoire de respect et de soumise et... je n'aime pas ça. Exprimer le respect de l'école en civisme. C'est moi qui ai écrit la C'est phrase. lui qui a écrit ça. Un extrême respect d'autrui, d'où découle un civisme exacerbé. Ce sont les deux piliers fondamentaux du peuple japonais. Et ça, vous expliquez comme ça, on ne peut pas le ressentir, mais le jour où vous mettez le pied au Japon ou dans une société où il n'y a que des Japonais, vous le ressentez de suite. L'atmosphère, l'ambiance est indescriptible autre que par ces deux mots. Donc, le respect et le civisme. Et surtout quand vous allez faire du shopping, vous allez vous sentir. Dans le magasin, normalement, 22 qui sont vraiment être soumises. Et pourquoi? Parce que le client qui sont comme Dieu qui dépose l'argent dans ça. Donc, vraiment, ils ont vraiment un maximum de respect qui monte ça. Donc, nous, on peut être arrogant. Quelqu'un qui voudrait faire du shopping, vous pouvez dire, apportez-moi ça, apportez-moi ça, apportez-moi ça. Je n'ai pas besoin de ça. Au revoir. Ça, c'est en courant de faire. Mais en fait, c'est comme si eux, ils ne peuvent rien dire et des choses comme celui-là. Donc, ce que j'entends, tous les amis aussi, tous les Européens, tous les étrangers qui sont sentis bien au Japon, dans le magasin. Pourquoi? Parce que vraiment, qu'est-ce que ils sont vraiment surpris. Vous avez, si vous avez l'occasion d'être dans des magasins très huppés pour des gens qui ont beaucoup d'argent, on s'occupe de vous comme d'un prince. Là-bas, c'est la même chose, mais même dans la petite boutique de quartier. Petite boutique, même si McDonald's,
Pour l'ego, c'est très très agréable. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Une question Une question. Est-ce que vous sentez que votre vision du travail devant une société ici en Europe, elle est valorisée? Elle est Valorisée. Donc, est-ce que tu te sens valorisé ici quand tu travailles dans une société européenne? C'est bien cela? Oui, parce que la façon qu'on se met devant le travail, c'est différent. Oui. Cette façon, elle est valorisée ici. Oui, ou tout. Moi. En fait, comme j'ai vécu très longtemps, j'étais étudié aussi au Japon, quand je travaille dans une société, je donne le cours aussi à une société aussi, je me sens de temps en temps frustrant. Pourquoi? Parce que quand j'étais au Japon, je n'ai pas senti ça, mais ici c'est tellement, par exemple, l'heure, qui n'est jamais arrivé, par exemple, l'heure, on demande le devoir, mais il ne fait jamais le devoir. Oui, il y en a certaines choses qui ne sont pas correctement. Ça me donne un peu de choses. Mais par contre, par exemple, si j'ai des bonnes excuses, mon fils est malade, est-ce que je peux pas aller au cours, est-ce qu'on peut reporter le cours, c'est très facile à dire. Ça, c'est très bien. On se sent plus précis, parce qu'au Japon, c'est tellement des choses, c'est tellement compliqué. Et surtout, la pression pour les femmes qui sont plus haut que les hommes au Japon. Les femmes qui doivent être comme ça. Il y a des pressions de société qui sont comme ça un peu. Donc, comme je suis une fille aussi, quand j'étais au Japon, tout le monde pense que tu es une fille, mais pourquoi tu n'es pas comme ça? Il y a des pressions comme ça, mais quand je suis au étranger, il n'y a pas de pression comme celui-là. Donc, je peux vivre comme je veux. Donc, c'est des pressions différentes. Ça, c'est vraiment ensemble. Vous parlez de pression justement au travail. Donc vous avez travaillé en Belgique, mais justement, est-ce qu'on peut concilier vie professionnelle et vie de maman au Japon? Est-ce que c'est quelque chose qui est de plus en plus encouragé? Oui, moins des petits-enfants maintenant au Japon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de carrières humaines qui commencent. Il y a beaucoup de carrières humaines. Des filles, femmes qui continuent de travailler. Mais avant, il y a 20 ans, en fait, il y a 20 ans, il y a 30 ans, au Japon, normalement, après l'université, après l'école, on commence à travailler dans une société. Les femmes qui travaillent pendant 3 ou 4 ans, et puis après, elles vont se marier, et quand elles vont se marier, elles arrêtent son travail. Donc, le chef d'entreprise, qui est Human Resources, qui prend les filles, on sait que les filles qui vont arrêter, vous voyez, donc 3 ou 4 ans, elles vont arrêter. Donc, les sociétés qui sont considérées que les filles qui sont comme ça, donc les femmes qui doivent travailler chez nous, elles vont s'habiliter, le fait de copie. Peut-être que vous avez vu le film de Amélie Nothomb. Oui. Là, c'est un peu exagéré, mais il y a des parties, oui. Fait de copie, de thé, pas de professionnellement, mais des filles comme ça, comme ça. Mais maintenant, pour le moment, il y a beaucoup de femmes qui continuent de travailler. Mais si on veut continuer de travailler, on ne peut pas se marier. Mais on peut se marier, mais on ne peut pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir d'enfants plus avoir de carrière. Pourquoi? Parce qu'on doit sacrifier beaucoup de temps pour le travail.
pour avoir le niveau de position haut. Et quand on a remarqué, ah, 45 ans, ah, je n'ai pas de mari, et ah, je n'ai pas d'enfant, et je n'ai pas rencontré quelqu'un, allez, je vais continuer à le chemin. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi comme ça. Mais c'est pour cela que maintenant, moi, le moins des bébés au Japon aussi. Pourquoi? Parce que c'est difficile. Niveau de pression au Japon, et aussi niveau de, comment on dit ça, de famille aussi. Quand on s'est marié, tous les parents qui attendent, quand vous allez avoir un bébé, quand vous allez avoir un bébé. Il y a une pression comme ça, et puis, ah, tu es enceinte, mais tu vas continuer de travailler jusqu'à quand? Jusqu'à accouchement. Ah, ok, ça va. Et après accouchement, je vais entrer à nouveau, je vais m'occuper du bébé. Ah, ok, ça va. Et tu vas continuer de travailler ou pas? Je vais continuer parce que j'ai trouvé très bon crèche et je me suis dit, c'est pas possible, tu ne peux pas donner bonne éducation aux enfants. Et il y a des pressions comme ça tout le temps. Donc, c'est aussi. Mais il y a mes amis qui ont beaucoup de chance, donc c'est les grands-parents qui gardent les enfants. Il y a des gens, donc ils continuent son carrière aussi. Mais c'est vraiment rare d'avoir les parents, les grands-parents qui sont très gentils. La pression sociale au sein de la famille est très, très, très importante aujourd'hui. Le lien qui est très important. Mais on le supporte. Si tu as envie de te marier avec quelqu'un, même si papa maman disent non, tu sais, tu te maries quand même en Belgique. Ah, bah, c'est vrai. Oui, au Japon, si la famille dit non, parce que le non, c'est fini. Si la famille non, on ne peut pas se marier. Vous avez parlé du respect de la hiérarchie. Ouais. Et je voudrais savoir, dans un travail, quel est le plus important, si l'âge ou la hiérarchie? Et si toi, patron, tu changes de toi, c'est qui le plus respectable? Parce que position qui est haut, donc position est priorité. Position plus important que l'âge. Ben, les deux vont souvent ensemble. Les deux vont ensemble. Est-ce que les jeunes qui commencent le travail, est-ce qu'ils n'ont jamais envie de se révolter contre cette hiérarchie? Parce que je peux m'imaginer qu'ici en Belgique, si on doit travailler pour un chef, mais on a ses propres idées, et on veut quand même un petit peu pousser ses propres idées, là, j'ai vu qu'on ne peut jamais prendre des décisions sans l'aval de son supérieur. Est-ce qu'il n'y a jamais de discussion, de révolte, Si on a beaucoup de sociétés, toutes petites sociétés, qui sont devenues très grandes sociétés pour le moment, ils sont comme ça. Mais par exemple, depuis Meiji époque, nous avons une grande société, par exemple Mitsubishi. Ce sont on s'appelle Zaibatsu, ils ont beaucoup d'argent. Ou Mitsui aussi, je ne sais pas si vous avez entendu. Ce sont des grands anciens systèmes de compagnie. Là, on peut travailler quelqu'un qui obéit bien. Sinon, on peut être tout ce qui va bien. Mais comme le monde japonais, le monde qui commence à changer, depuis plus que 10 ans, depuis 20 ans, on a beaucoup changé. Beaucoup de venture business, ça veut dire on n'a pas de grand vaisseau, mais que des mois, mais quelqu'un d'idées, quelqu'un qui a des idées et des idées de gens qui est très intelligent, qui pouvaient être grande société, chef de grande société. Ça, c'est maintenant, par exemple, Toyota aussi, c'est une sorte de grande société de fabricants de voitures, mais lui, il y a d'autres sociétés, Suzuki, etc. Nous avons beaucoup, mais on voit beaucoup de Toyota. Pourquoi? Parce que Toyota, de mentalité, donc, comment ils pensaient, étaient un peu européens. Étaient donc quelqu'un qui a des capacités, quelqu'un qui a des talents. On va mettre en bas. Mais ancien système, c'est quelqu'un qui est plus âgé qui doit être chef. Ou quelqu'un qui est le fils de supérieur, lui, il doit
être vos positions. C'était l'ancien système. Donc, ça ne va pas, bien sûr, ça ne va pas très bien. Mais, pour le moment, le présent, on voit beaucoup de sociétés qui sont en Europe aussi. Ce sont des mentalités qui sont évoluées, ils sont beaucoup évoluées de sociétés. Alors, dans cet esprit de respect, il n'y a pas beaucoup de grèves ni de manifestations. Simplement, on a eu de manifestations. Je peux me permettre, parce que votre question est vraiment très très intéressante. Elle rejoint l'ensemble de l'exposé ici, à savoir que l'état d'esprit des Japonais est basé sur leur histoire, comme je le disais tout à l'heure. Et à l'instar, je vais essayer de faire une analogie, ça ne sert à rien de demander à un poisson dans un bocal, est-ce que l'eau du bocal à côté est mieux? Parce qu'il ne le voit pas, il n'en a même pas conscience. Les Japonais ont vécu tellement longtemps dans cette façon de penser, dans la façon de penser au sein de l'entreprise, vous avez votre supérieur qui vous donne des ordres, et vous faites votre bonhomme de chemin jusqu'à ce qu'un jour vous soyez vous-même supérieur. Parce que là-bas, la hiérarchie à ce côté strict qui est que au plus longtemps vous restez, au plus vous avancez dans la hiérarchie. Ça ne peut pas être différent. Donc, il y a un moment donné où c'est vous qui allez être le supérieur. Et donc, avec cet état d'esprit, ils acceptent parce qu'ils savent qu'un jour, c'est eux qui feront accepter à quelqu'un d'autre. C'est dans leur façon de penser. Donc, il n'y a pas de notion de refus ou de rejet. Ils sont comme ça. Bon, obéir. Mais ce n'est pas une obéissance, une obéissance aveugle et malsaine. C'est une obéissance de culture, une obéissance basée sur l'histoire. Donc, c'est vraiment très rare d'avoir des grèves. Il faut que ça aille vraiment très loin comme problème. À propos de nucléaire, ça c'est, on a eu de grands, peut-être que vous avez vu les journaux aussi, on a eu des grèves contre le gouvernement, contre TEPCO. On a eu ça, mais normalement on n'a pas de grève de train, on n'a pas de grève de métro. Si on a eu une grève de métro, c'est tous les Japonais qui vont être inquiets. On n'a pas de moyen de transport sans transport commun. On a une voiture, tout le monde a une voiture, mais pour rouler dans le Tokyo, ça c'est presque pas possible. Ça existe des syndicats au Japon? Chaque campagne, chaque société, nous avons de syndicats. C'est la société qui organise elle-même son syndicat? Donc syndicat, mais syndicat ici, les syndicats au Japon, c'est un peu manifestation. Tu as intérêt de faire une manifestation? On ne peut pas faire ça. Donc, aucun fait de manifestation, même si on travaille samedi et dimanche aussi. En fait, le professeur au Japon, on doit travailler samedi et dimanche aussi. Il faut s'occuper du club, il faut s'occuper des enfants qui n'entrent pas à la maison, on doit appeler, etc. Il faut un peu de côté de papa et maman, on fait ça aussi, mais on n'a jamais manifesté parce qu'ils sont marqués là. Donc, si, il y a des syndicats, mais c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on va un peu dans le sens de ce que monsieur disait au tout début, c'est-à-dire qu'on ne montre que le côté négatif. Mais c'est vrai que de notre point de vue européen, en tout cas au niveau du monde du travail, il y a beaucoup de points négatifs. N'empêche que le Japon, avec sa toute petite superficie en fonction du nombre d'habitants, c'est quand même la 4e puissance économique du monde, et je pense que c'est toujours la première de l'Asie. Donc, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, comme on dit. Il faut trouver un juste milieu. Il y en a qui disent que l'Allemagne se rapproche plus du juste milieu. Beaucoup de pays, ici en Europe, devraient prendre quelques exemples, en tout cas sur le Japon, c'est mon point de vue personnel. Voilà. D'autres questions? Maintenant, je pense que ça change parce que donc, je travaille dans la société japonaise. Je demandais à mes collègues si ça change. Il m'a dit qu'avant c'était un travail pour de vie, mais avec la crise financière, le chômage augmente. Et donc beaucoup de Japon a voulu changer le travail. Donc cette fidélité le travail pour la vie, ça changeait dans l'impression. Oui, c'est ça. C'est pas comme ça. Avant, tu travaillais toute ta vie dans le même endroit. Il y a des taux de chômage, donc tu dois changer de travail au Japon. Aussi, ils ont facilement coupé comme restaurant.
restructure. Donc, avant, voilà, c'est la famille, donc moi je suis papa, le chef, le président qui pense que voilà, je suis papa, je peux m'en occuper, mais finalement on n'a plus d'argent, donc il doit changer de travail. Mais au Japon, en fait, avec l'âge, c'est très difficile de trouver le travail. Après, on ne dit pas, voilà, j'ai des expériences là, mais on ne mesure pas les emplois.